Les enquêtes entretien de Chris Yapi et de M. Beta. Épisode 5. Sacrifice rituel pour le pouvoir. L'immolation des albinos de Kong. Dans l'épisode précédent, je vous avais relaté notre arrivée dans la fameuse ville de Kong, M. Beta et moi, où l'un de ses amis nous y avait offert le gîte de couvert le temps de notre séjour. J'ai passé une nuit agitée, partageant des révélations de mon compagnon de voyage et l'excitation qu'éprouve tout enquêteur quand il sent qu'il flaire un gros gibier. Réveillé au petit matin, je n'eus pas le temps d'un petit déjeuner que je flânais déjà dans la ville en quête d'informations. J'étais conscient qu'il me faudrait faire un travail minutieux d'investigation et d'enquêteur indépendant. Je ne devais nullement avoir d'a priori. À bien des égards, c'est là l'une des maladies infantiles du métier d'investigateur. Il ne faut rien prendre pour vrai d'emblée. Il faut tout questionner, tout interroger, tout vérifier. Il me fallait faire appel à mon esprit critique et adopter une pensée analytique et rationnelle dans cette affaire très sensible. Être enquêteur, c'est d'abord et avant tout avoir une curiosité intellectuelle qui amène à observer les faits et les événements, à tenter de les comprendre et ensuite à essayer de les démêler pour en restituer la vérité factuelle et inattaquable. Quelquefois on réussit, quelquefois on échoue. L'échec fait partie de notre métier. Mais revenons à notre enquête. Affectant un faux air de détachement, j'ai parcouru la localité pendant d'interminables heures, sillonnant tous les coins et recoins à l'écoute des conversations, traquant les confidences, poursuivant la moindre piste qui me conduirait aux albinos. En comptant sur l'aide de la Providence, je voulais absolument rencontrer quelqu'un qui pourrait me donner des informations irréfutables. Et grâce à une chance inouïe, j'ai rencontré une source incroyable. Je ne la livrerai pas ici, cela fait partie de la noblesse de notre métier. Cependant, laissez-moi vous narrer un ou deux éléments intéressants. Le troisième jour de mon investigation, j'ai faim d'aller faire du sport, juste pour fausser compagnie à M. Beta. Je m'éclipse donc dans la ville. Je me fonds dans la foule comme je sais le faire. J'ai décidé de parcourir plusieurs endroits. Le marché, les lieux de prière, les buvettes, etc. Arrivé aux abords du marché, j'ai trouvé une bonne dame qui vendait des galettes de mil, appelées ici wami. Le wami est fait à base de pâte de mil, de sucre et j'imagine de levure boulangère. J'en achetais pour mon appétit, mais surtout pour nouer la conversation. Ces wami étaient succulents, chauds et moelleux. Certains y ajoutaient de la bouillie de mil pour rendre plus consistant leur petit déjeuner. Plusieurs clients ne tardèrent pas à me rejoindre et à envahir les lieux. La causerie s'anima bientôt et l'on en vint à parler politique. Je tendis les oreilles du mieux que je pouvais. Le sujet central était évidemment la prochaine élection présidentielle et la candidature de M. Ouattara. Ici, avant l'heure, tout le monde savait qu'Alassane Ouattara serait candidat. Personne n'avait le moindre doute à ce sujet. L'un des clients était particulièrement volubile et formel. Les albinos de Kong, dont il était justement proche, lui avaient confié qu'au mois de janvier 2020, Tenebiraima Ouattara leur avait nettement indiqué que son aîné serait candidat pour un troisième mandat et que par conséquent, eux, les albinos, devaient se rendre à Sindou au Burkina Faso pour entamer les sacrifices pour ce faire. La mission était limpide. Obtenir que la candidature d'Alassane Ouattara soit adoubée par la terre entière. Ce jeune homme affirmait que depuis le départ des albinos à Sindou pour la dite mission, il n'avait plus été revu dans la cité. Ce qui, insistait-il, était inhabituel. Généralement, même éloigné, les albinos l'appelaient pour donner des nouvelles et faire la conversation. Mais là, silence radio. Quant à un second jeune homme, c'était une sorte d'Arias, le personnage volubile créé par La Bruyère. Il avait tout vu, tout entendu et il savait tout, se vantant lui aussi de connaître les deux albinos qu'il n'aimait visiblement pas. Avec force argument, il affirmait que ces derniers étaient des sorciers et qu'à plusieurs reprises, il les avait surpris psalmodiant des versets du Coran pour séduire mystiquement des jeunes filles du village qui ne leur auraient jamais accordé la moindre attention. Ensuite, il affirmait trouver étrange que c'est seulement en pleine nuit, au moment où la ville dormait, que ces deux individus prenaient plaisir à sillonner les rues. Mieux encore, ne les avait-il pas vus un jour, fort tard dans la nuit, sortir du cimetière? Il était donc sûr que ces albinos étaient des sorciers et que s'ils étaient allés à Sindou, ce n'était que pour faire des sortilèges contre la Côte d'Ivoire. Ainsi et sans le savoir, les populations de Kong étaient en train de me fournir des pistes et des témoignages qui corroboraient la thèse de M. Beta. En effet, ces albinos existaient, ils vivaient à Kong et étaient proches de Tenebiraima Ouattara.
Toutefois, cela n'était pas suffisant pour apporter la preuve qu'ils avaient disparu, encore moins qu'ils avaient été immolés. On aurait même pu se demander en toute légitimité et s'ils étaient simplement retournés dans leurs familles respectives ou s'ils avaient voulu seulement disparaître pour prendre du bon temps. Ces questions se bousculaient dans mon esprit. Mais pour l'heure, je pouvais noter dans mon calepin ces faits. 2 albinos vivaient dans la ville de Kong. Ils ont été identifiés vivants et affublés de l'appellation les albinos de Tenebirahima Ouattara, qui, à n'en point douter, était une sorte de père adoptif pour eux. De retour auprès de M. Beta, nous engagâmes avec prudence le sujet. Je lui fis part de ma découverte. M. Beta souriait de ce sourire qui en dit long. Il finit par me dire « Cher Yapi, cette nuit, je vous donnerai des preuves plus précises sur les albinos et ce qu'ils sont devenus. Votre enquête sera inattaquable. Elle nous conduira d'ici à plusieurs autres villes jusqu'au Burkina Faso. Mais juste un peu de patience. Je vous enverrai cette nuit rencontrer un ancien, un sage marabout et avec un peu de chance, nous en saurons bien plus. Je suis un homme de l'ombre et entre hommes de l'ombre, nous nous parlons et rien ne reste caché. » Décidément, ce M. Beta est un homme bien curieux et mystérieux. J'attendis donc avec impatience cette rencontre qui devait éclairer ma lanterne. C'est aux environs de 22 heures après le dîner que M. Beta m'invita à le suivre sur une voie sinueuse et sombre. Nous éclairant à l'aide de la torche de nos téléphones, nous avançâmes sur plusieurs mètres avant qu'il ne m'indique dans la pénombre une case faite de bancos. C'était là que vivait le fameux sage et homme de l'ombre que nous devions rencontrer. Nous fûmes contraints de nous baisser pour y accéder. Dans la case, il faisait noir, et une simple lampe tempête servait d'éclairage. Je retins mes commentaires pour moi, mais je ne pus m'empêcher de penser que le village du président Ouattara, qui nous chante à longueur de journée que tous les villages de Côte d'Ivoire sont électrifiés, devait au moins bénéficier de l'électricité. Invité à nous asseoir sur une peau de bête qui servait de tapis, M. Beta parla au vieil homme, dans une langue que je ne comprenais pas, et ce monsieur, dans un français approximatif, me tendit la main. « Monsieur, ça va la maison? Et la famille? Et les enfants? » Je répondis tranquillement, essayant d'être le plus aimable possible. Alors s'engagea entre M. Beta et son interlocuteur nocturne un échange dans un français assez bizarre. De leurs échanges, j'ai ainsi appris, grâce aux informations que l'ancien nous fit, que l'affaire de la disparition des albinos était une réalité. L'ancien confirma que les sacrifices humains étaient devenus légion depuis quelque temps. Il révéla qu'en réalité, les albinos de photocopie avaient été adoptés juste dans l'attente d'une opportunité. Ils étaient comme des bœufs d'embouche qu'on engraisse en attendant l'occasion de les mettre à mort. Maintenant que l'histoire du 3e mandat s'annonçait et que les perspectives n'étaient pas heureuses pour les frères Ouattara, ils avaient estimé que le temps était venu d'immoler les albinos et cela s'est fait tout naturellement. Cependant, a-t-il précisé, cela ne s'est pas fait à Kong, mais plutôt discrètement à Sindou au Burkina Faso. Il a ajouté qu'il avait un confrère dans cette localité à qui il pouvait nous recommander si nous voulions vraiment découvrir toute la vérité. Il ajouta tristement que les albinos eux-mêmes ignoraient certainement les raisons de leur adoption et les causes réelles de la si grande attention que leur vouait la famille Ouattara. Il indiqua également que leur sacrifice serait la cause d'un grand malheur pour ceux qui les avaient offerts en immolation. Cela entraînera leur ruine et leur destruction. Le vieil homme sortit un numéro de téléphone. C'était celui de son confrère burkinabé. Il nous demanda de l'appeler de sa part et que ce dernier nous recevrait sans formalité. Il savait, dit-il, comment confirmer à son collègue notre arrivée. Nous n'en demandions pas plus. Personnellement, je n'étais pas du tout enchanté à l'idée de traverser la frontière et de me retrouver au Burkina Faso, à Sindou de surcroît. Et si l'on voulait m'y faire du mal? Certes, j'avais accepté d'accompagner M. Beta jusqu'à Kong, mais je ne savais pas grand-chose de lui, même pas son vrai nom. Et s'il m'arrivait malheur? Assis dans la pénombre de la case, j'ai commencé à douter, à prendre peur. L'avait-il senti? M. Beta me tapota l'épaule et me dit ceci. « Mon cher Yapi, nous sommes dans les profondeurs des hommes de l'ombre. Ne crains rien. Nous les anciens, nous ne trahissons pas. Nous saurons le fin mot de l'histoire. » Prenant congé du mystique de la ville, nous sommes retournés chez notre logeur.
J'étais songeur, mais j'étais allé trop loin pour reculer. En plus, je n'avais pas assouvi ma soif d'information sur cette affaire. Après une brève nuit, me voilà comme contraint de faire le voyage du Burkina Faso, pays où je n'avais jamais séjourné. Nous avions convenu de partir très tôt, à l'heure où la ville n'était pas encore totalement réveillée. Me voici donc assis dans le véhicule de M. Beta, calepin en main. Pour aller à Sindou, il nous fallait faire le chemin inverse jusqu'à Ferké, puis aller à Wongolo. Ensuite, faire 31 km de bitume de Wongolo à l'Aléraba. De là, nous devions nous rendre à Nyangoloko jusqu'à Sobakagnedougou par la piste, puis à Douna pour enfin arriver à Sindou. C'est en traversant le pont sur la rivière l'Aléraba que je me suis rendu compte de l'absurdité de nos frontières actuelles. En 1885, à la conférence de Berlin, les colonisateurs avaient balkanisé l'Afrique sans tenir compte de la réalité des groupes ethniques et des aires culturelles, obligeant des peuples qui n'ont rien en commun à vivre dans le même espace et séparant d'un trait de crayon des peuples qui vivaient dans la même sphère ethno-linguistique. Mais je suis sorti de mes griefs contre le colonisateur, auteur de tous nos malheurs par M. Beta. Monsieur Yapi, apprêtez-vous, c'est la frontière. Nous devons la traverser, j'ai tout prévu. Vous n'aurez pas à présenter vos papiers. À l'approche de l'agent contrôleur, M. Beta lui tendit un billet de banque et il nous laissa passer sans contrôle. Cela me laissa songeur. La frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso venait d'être franchie. Nous voilà en route pour Sindou. À nouveau, M. Beta devait m'entretenir longuement. Au fait, mon cher Yapi, connaissez-vous l'histoire de Sindou, où le père d'Alassane Ouattara fut enterré? Ce village de Sindou est devenu célèbre depuis l'entrée d'Alassane Ouattara en politique dans notre pays. Vice-gouverneur de la BCEAO en qualité de citoyen voltaïque, il se fit plus tard ivoirien pour devenir gouverneur de cette institution financière. Néanmoins, feu Félix Houphouët-Boigny décida d'en faire son premier ministre en 1990, après avoir expressément créé ce poste à cet effet alors qu'il n'existait pas dans notre constitution. Pensif, M. Beta me dit ceci. Je vous dirai un jour, si vous le voulez bien, pourquoi Félix Houphouët-Boigny a décidé de prendre ce natif de la Haute-Volta comme Premier ministre de Côte d'Ivoire. Eh oui, sachez-le, j'étais là, dans les couloirs, lorsque la question d'Alassane Ouattara a été évoquée pour la première fois et ceux qui furent les instigateurs de ce choix. Vous comprendrez des choses. Mais n'allons pas si vite. Je voulais vous parler de la ville que nous nous apprêtons à visiter, Sindou, là où le père d'Alassane Ouattara régna en qualité de chef traditionnel. Il faut dire que ses pouvoirs étaient bien limités. La Haute-Volta était une république et la chefferie traditionnelle était en voie d'extinction. Oui, j'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai représenté ce pays dans des institutions régionales et internationales et j'en suis heureux. Sachez que le village de Sindou portait ce nom déjà avant notre siècle. Oui, mon cher. Le nom Sindou est bel et bien un mot sénoufo. Les sénoufos que nous trouvons en Côte d'Ivoire alors habitaient là. Sindou est une déformation par l'écriture des Blancs. Le vrai nom est Sidou, qui veut dire en sénoufo cachette ou protection. Il faut dire que l'histoire remonte du temps de la guerre, des conquêtes de Samori Touré, au nom de son engagement à islamiser une partie de l'Afrique de l'Ouest. Venu de sa Guinée natale, il voguait de conquête en conquête. Pour être honnête, il faut dire que Samori Touré a donné du fil à retordre aux colons blancs et à l'armée coloniale. Oui, il s'opposait farouchement à ce colon blanc qui voulait, selon lui, détruire notre civilisation et surtout la religion musulmane, avec ses écoles où l'on servait à manger la viande de porc et les dieux des Blancs devaient remplacer tous les autres. Les razzias de Samori Touré ont redessiné les cartes géographiques de nos pays et bouleversé nos cultures, avec le déplacement des populations entières qui fuyaient la guerre.
Il a eu un gros impact sur le mode de vie des peuples, mais ça, c'est une autre histoire. Alors revenons-en au village de Sindou. La légende raconte que lorsque les soldats de Samori, appelés les Sofas, pénétrèrent dans cette partie de la terre voltaïque, le village de Sindou leur donna du fil à retordre. Comme vous le verrez, Sindou est entouré de collines. Alors quand l'assaut fut lancé sur le village, les résistants de cette localité, qui ne voulaient pas s'en laisser compter, s'organisèrent pour la défendre. Protégés par les collines difficiles à atteindre, les villageois de Sindou autant dire que la bataille était rude et sanglante. Face à cette guérilla de harcèlement, Samori perdit beaucoup de soldats. Cependant, vous savez, les Sénoufos sont généralement de paisibles paysans et n'ont pas la culture de la guerre. Alors ils finirent par être vaincus et replièrent plus au sud, dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Mais ce n'est là qu'une légende. Autrefois, c'était l'oralité. Nous n'avions pas l'écriture et cette légende se transmet de génération en génération. À ce jour, les griots continuent à chanter les hauts faits de cette période de résistance. Donc, Alassane Ouattara est sénoufo? Je le croyais malinqué, répliquai-je à M. Beta. Non. N'allons pas si vite dans les conclusions. Je vous donnerai plus de détails et les différentes implications dans la vie de cet homme. Vous saurez la vérité sur Alassane Ouattara. Mais pour l'heure, allons chez le contact à qui le vieux nous a recommandé, qui lui aussi est un sachant. Je dois plutôt dire un sorcier, conclut M. Beta. Le temps de traverser la ville et nous voilà chez un vieillard édenté, visiblement amaigri mais à l'esprit vif et au regard perçant. Il nous reçut et nous servit du dolo à boire, une sorte de chapalo. Après les civilités d'usage et les questions de courtoisie sur les conditions de notre voyage, M. Beta alla tout droit au but. Kong nous a demandé de venir te consulter à propos des albinos que vous avez reçus ici, attaqua-t-il. Pour un homme de cet âge, le mensonge n'était pas une option. Il nous révéla donc de sa voix caverneuse que Ténébiraïma Ouattara était venu dans le village affolé, arguant que la France n'était pas favorable à la candidature de leur fils Alassane Ouattara, qu'elle faisait tout pour l'empêcher et qu'il serait humilié s'il s'entêtait. Il leur dit que non seulement les Blancs étaient opposés, mais qu'en plus les Ivoiriens n'en voulaient pas et étaient prêts à se soulever. Les anciens du village se concertèrent et conclurent qu'il fallait absolument faire de grands sacrifices si l'on voulait que cette élection puisse se faire sans qu'Alassane Ouattara ne soit humilié ou ne perde la vie dans un soulèvement populaire. Il fallait les organes vitaux et le sang d'un ou deux albinos à offrir comme offrande pour être plus sûr et que tout s'arrangerait par la suite pour Alassane Ouattara. Les anciens rassurèrent Photocopie qu'il n'était pas question que leur fils soit humilié. Non seulement les Blancs allaient tourner kazakh et seraient leurs meilleurs alliés, mais aussi le peuple ivoirien serait placé sous une emprise mystique et que tout se passerait bien. L'armée, quant à elle, ne réagirait pas mal si elle en avait l'intention. Nous allons tout faire pour que notre fils Alassane soit plébiscité. Vu comment il a développé notre village, on ne peut pas le laisser tomber, conclurent les vieux de Sindou. Mais il fallait absolument sacrifier un ou deux albinos pour que le travail soit impeccablement fait. Il se trouvait malheureusement qu'il n'y avait aucun albinos dans les environs. Alors Ténébiraïma Ouattara, sans aucun remords, annonça qu'il avait 2 albinos sous la main, qu'il avait adoptés et que si le sorcier le voulait bien, il les offrirait en holocauste. Mais notre plus grand fétiche se trouve à 29 kilomètres plus loin, dans le village de Sobakanye-Dougou. C'est là que les sacrifices doivent être faits, ajouta le vieillard. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les albinos de Photocopie avaient toute confiance en leur père adoptif. Pour eux, il était inimaginable que ce dernier puisse leur vouloir du mal. Alors, quand il leur demanda de partir pour ce village, c'est sans hésitation qu'ils se sont mis en route, mais hélas, c'était pour rencontrer leur fatal et tragique destin. Nous nous rendons donc à Sobakanye-Dougou pour authentifier ces dires. En effet, M. Beta me recommanda d'aller sur les lieux pour me faire mon opinion personnelle. Alors nous empruntâmes les 29 kilomètres de piste pour nous y rendre.
Nous avons atteint la localité dans la soirée, accompagnés du vieil homme de Sindou qui nous servit de guide. C'est dans la nuit que nous fûmes conduits au grand hôtel de la sorcellerie. Attention, Chris Yapi rappelle à ses internautes qu'il ne possède aucun compte Facebook. Signalez-les, désabonnez-vous et alertez vos amis. Ce sont des comptes espions de Téné Birahima Ouattara. Avant de poursuivre, disons un mot sur le nom si étrange de Soubakane Dougou, ou tout simplement Soubaga. La légende raconte que lors de la bataille contre les Sofas de Samori, ce village fit une démonstration de puissance occulte face aux troupes de l'envahisseur. Quand l'assaut fut donné, les sorciers du village transformèrent toute la population en crapauds. Les soldats n'ont trouvé qu'un village désert. Quand ceux-ci voulurent s'y abreuver, la rivière aux eaux claires du village devint subitement une rivière de sang. Et c'est de soif que Samori perdit cette bataille. Alors on appela la ville Soubagadougou, qui devint Soubaganedougou, qui signifie le village des sorciers, qui était en effet redoutable. À présent, nous sommes sur les lieux où les albinos trouvèrent la mort. D'autres interlocuteurs semblent se réjouir. Il est formel, les albinos ont été égorgés en les faisant tomber dans un piège. Dans ce métier, il n'y a pas de pitié. Un sacrificateur spécial de la ville vint pour trancher la gorge des infortunés albinos et recueillir leur sang. À Soubaga, on est persuadé que l'avenir d'Alassane Ouattara était plus important que la vie de deux pauvres albinos, alors on a agi en conséquence. Une fois recueillis, leur sang et leurs organes vitaux furent ajoutés à des mixtures. Le produit final fut séché et réduit en poudre. Il fallait répandre celle-ci sur la Côte d'Ivoire et la mélanger à l'air que les habitants respirent. Le vieil homme assurait que cela était l'antidote pour les populations. L'armée, dont les noms des grands chefs et de tous les officiers sans exception avaient été transmis à ces sorciers, devait elle aussi se tenir tranquille. Une fois les albinos sacrifiés, on devait assister à un revirement du président français qui devrait approuver la réélection d'Alassane Ouattara. Personnellement, au terme de mon enquête, je vous le dis tout net. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans ce village, mais des choses sont certaines. Primo, les albinos ont été identifiés à Kong. Tout le monde les connaissait. Secondo, ils ont été acheminés à Sindou, ensuite à Soubaganedougou, où il est évident qu'ils ont disparu sans laisser de traces. Ont-ils été égorgés et leur sang a-t-il servi de sacrifice aux divinités maléfiques pour maintenir Alassane Ouattara au pouvoir contre le gré des habitants de la Côte d'Ivoire? Chacun s'en fera une opinion. Moi, j'ai pu retracer l'itinéraire des albinos. Je n'ai certes pas assisté à l'immolation, mais les anciens sont catégoriques. Ils ont été sacrifiés pour permettre à leurs fils de conserver le pouvoir. M. Beta me dit, c'est évident qu'ils sont morts, puisque depuis lors, on ne les a plus jamais revus. Je laisse à mon compagnon toute la responsabilité de ses propos. Cette affaire est très grave, d'autant plus que c'est le petit frère du président de la République qui est impliqué. J'ai mon opinion sur cette affaire, et comme M. Beta est plutôt franc du coulier, j'ai tendance à penser qu'il dit vrai. Dans mon esprit, il est clair que seule une investigation au long cours pourrait situer définitivement sur le sort des albinos disparus de Kong. Ainsi prend fin mon enquête sur les traces de ces disparus et qu'on ne reverra certainement plus jamais. J'ai maintenant hâte de retourner à Abidjan où j'ai pour la première fois rencontré M. Beta. Dans ma tête, je tourne et je retourne cette lancinante question. Pourquoi Téné Birahima Ouattara n'a-t-il pas signalé à la police la disparition de ses fils adoptifs? Il aurait dû alerter toutes les polices, mais là, c'est l'omerta. C'est à vous de juger. Verra-t-on les albinos de Kong un jour? Pour l'heure, ma conclusion est non. Tout indique qu'ils sont vraisemblablement dans l'au-delà. C'est sous ce prisme qu'il faut comprendre que la désobéissance civile n'a pas été un succès. Les opposants ivoiriens étaient-ils déjà envoûtés et n'arrivaient-ils pas à mobiliser les populations? Un fait est que le peuple n'a pas pu manifester à Abidjan et qu'en plus l'armée n'a pas bougé. Et que dire de ce spectaculaire revirement d'Emmanuel Macron, se faisant quasiment le directeur de campagne d'Alassane Ouattara dans son interview à Jeune Afrique, lui trouvant des circonstances atténuantes pour le viol de la Constitution. Ma mission est terminée et nous retournons sur Abidjan là où tout a débuté. À la semaine prochaine pour une toute nouvelle série sur les secrets d'État. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.